soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et tutti quanti, c'est tutti quanti. Pour écouter des adagios, des allegro, des moderato et tutti quanti, c'est tutti quanti. Votre magazine consacré à la musique classique de radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bonte avec à la technique Arnaud. Nous continuons à feuilleter notre abécédaire de la musique. Nous sommes encore à la lettre C. C comme cloche. On n'imagine pas à quel point les cloches rythment notre univers sonore, voire notre univers musical. Les cloches qui sont souvent en France faites en airain, qui est une sorte de bronze particulier. Si vous voulez rentrer dans les détails ou si vous voulez fabriquer des cloches chez vous, sachez qu'il faut 78% de cuivre et 22% d'étain pour avoir la matière idéale qui sonne particulièrement bien. Je vous le disais, les cloches, elles sont complètement dans notre univers. Alors, on raconte, mais c'est pas tout à fait vrai, mais on raconte que les cloches ont été installées systématiquement dans les églises sur les ordres de l'évêque Saint Paulin de Nole, qui a vécu de 353 à 431. Honnêtement, en réalité, c'est pas lui. Il n'empêche que c'est effectivement à partir de ce moment-là qu'on commence à mettre des cloches dans les églises. Et les choses vont se normaliser terriblement au IXe siècle. En 817, le concile d'Aix-la-Chapelle réglemente de façon très précise le nombre de cloches des églises et des ordres religieux en fonction de leur taille et de leur hiérarchie. L'église paroissiale a droit, par exemple, à 2 cloches, le couvent a droit à 3 cloches, et évidemment, la cathédrale, elle peut avoir 6 cloches. Et bien évidemment, ces cloches, elles vont sonner les différentes heures des ordres monastiques, les heures canoniales. Donc elles sont sonnées toutes les 3 heures, selon le rythme vraiment de la vie à l'intérieur des couvents. Et bien évidemment, ce qui va se passer dans le temps, c'est qu'il va y avoir de plus en plus une opposition entre ce rythme religieux et un rythme beaucoup plus laïque, qui va être, lui, imposé par les marchands. Et donc, dans les beffrois, qui ne sont, eux, pas des bâtiments religieux, on va aussi installer des cloches, mais qui vont rythmer, eux, le temps du travail ou le temps des échanges marchands, etc. Et à partir du 14e, 15e siècle, il y a cette petite rivalité, donc, entre la société sécularisée et la société profane, avec 2 temps qui essayent plus ou moins de cohabiter. On va quand même en arriver à la musique, évidemment, avec des cloches importantes. Et c'est dans l'univers russe qu'elles ont peut-être le plus d'importance, avec une cloche extrêmement célèbre qui porte un nom. Enfin, c'est souvent le cas, d'ailleurs, des cloches, elles sont souvent baptisées. Et cette cloche, elle s'appelle le Tsar Kolokol. Autrement dit, c'est le tsar des cloches en français. C'est une cloche un peu connue parce qu'elle est grosse, mais elle est vraiment très très grosse. En fait, elle a été installée, elle est toujours visible au Kremlin, à Moscou, et elle pèse 201 924 kilos, ce qui n'est quand même pas rien. Une cloche qui fait 6 mètres 24 de haut, un diamètre de 6 mètres 60. Alors, elle a été fondue en 1735, elle a été installée par une équipe de 300 personnes pour pouvoir la monter. Voilà, il y avait cette idée de faire les choses en grand. Malheureusement, 2 ans plus tard, un incendie ravage le Kremlin et la cloche tombe et elle se casse. Et on peut encore la voir donc aujourd'hui, quand on visite le Kremlin, on voit cette cloche qui est en 2 morceaux, un très gros morceau, hein, on voit vraiment le corps de la cloche et puis un morceau qui s'en est détaché. Cette cloche, cet univers des cloches en Russie, il est particulièrement bien illustré par un compositeur russe, bien sûr, qui est Moussorski, dans son opéra Boris Godunov. Au moment de la scène du couronnement, on entend toutes les cloches du Kremlin et donc peut-être cette évocation du tsar Kolokol. On écoute donc cette scène du couronnement de Boris Godunov.
пошли ты мне священное на власть благословение. Да буду благ и праведен, как ты, да в славе правлю свой народ. Теперь поклонимся почившим властителям Руси. Там сывать народ на пир. Всех пан бояр порищела сердца. Сын вольный вход, сека сила рагия. Alors ces cloches, elles ont rempli vraiment l'imaginaire des musiciens. Encore une fois, on a peut-être de la peine aujourd'hui à s'imaginer l'univers sonore dans lequel on vivait au 19e siècle ou encore au début du 20e siècle, quand il y avait beaucoup moins de machines, quand il n'y avait pas de voitures, quand il n'y avait pas de choses comme ça. Voilà, le paysage sonore est très différent et la cloche est très très importante. Et donc ces cloches vont être évoquées très régulièrement par des compositeurs. J'ai choisi pour évoquer ça trois compositeurs français. Le premier, Camille Saint-Saëns, qui consacre la 4e de ses 6 études pour piano à cette évocation des cloches, les cloches de Las Palmas. On écoute donc cette 4e étude de l'opus 111, interprétée par Bertrand Chamaillou.
Après Saint-Saëns, on passe à Debussy. Debussy, lui aussi, a évoqué le son des cloches. Le titre d'ailleurs de l'image, puisque c'est une image pour piano qu'on va écouter, le titre de cette image, Cloche à travers les feuilles, et dit tout seul. On écoute donc cette image de Debussy, interprétée par Michel d'Alberto.
Après Saint-Saëns et Debussy, qui sont deux géants de la musique française, on va passer à ce qu'il est convenu d'appeler un petit maître, quelqu'un d'un peu moins connu, une sorte d'artisan de la musique. Il l'a vécu à peu près dans les mêmes années, hein. C'est quelqu'un qui est né en 1835 et qui est mort en 1906 et qui s'appelle Alfred Lebeau. Pas beaucoup de musique connue d'Alfred Lebeau, mais je trouve qu'il y a un charme un peu suranné, mais très efficace quand même à cette pièce qui s'appelle Les cloches du monastère, qu'on entend tout de suite interprétée par Dominique Wyss et son ensemble Clément Jeannequin. Nous continuons à feuilleter notre abécédaire et à la lettre C, nous arrivons à corps anglais. J'aime beaucoup le corps anglais, peut-être pour des mauvaises raisons. La première raison, c'est que le corps anglais n'est pas un corps et qu'il n'est pas anglais. C'est un petit peu l'équivalent du cochon d'Inde en musique. Le cochon d'Inde n'est pas un cochon, il ne vient pas d'Inde, il n'y a que le D apostrophe qui est vrai. Le corps anglais, c'est pareil. Le corps anglais n'a rien à voir avec le corps de chasse ou le corps d'harmonie. Le corps anglais est une sorte de variante du hautbois. C'est un hautbois un petit peu plus grave que le hautbois normal. Et la forme est très très légèrement différente. Le haut, ce qu'on appelle le bocal, là où vient se mettre l'anche double, est légèrement courbé. Et ce qui explique d'ailleurs l'origine du mot anglais. Il ne faut pas imaginer que c'est un anglais qui vient d'Angleterre, mais c'est un anglais qui présente un angle, d'où le corps anglais.
Le cor anglais a été très souvent utilisé à l'orchestre pour des effets un peu particuliers, pour la couleur un petit peu chaude et nostalgique qu'il évoque. On va en écouter deux exemples. Le premier est dans un opéra de Wagner, Tristan et Isolde. Il y a tout un solo de cor anglais qui est extrêmement célèbre. Vous allez entendre que c'est un solo un peu de l'errance, parce que c'est à un moment donné où Tristan revient vers Isolde. Alors, Tristan et Isolde, c'est une histoire d'amour qui n'aurait pas dû arriver. Ils se perdent un petit peu tous les deux, et la musique traduit bien cette idée-là. C'est une musique qui se perd dans la tonalité, dans le langage musical. Vous allez entendre que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est assez troublant. Voici donc ce solo de cor anglais de l'acte 3 de Tristan. C'est assez rare dans les disques, mais là, ce solo est tellement important que sur la pochette du disque, on nous précise même le nom du musicien qui joue du cor anglais. Il s'agit de Rickson Thomas. Et non seulement on nous précise le nom du musicien, mais on nous dit même qu'il joue sur un cor anglais de la marque Rigouta. Voilà, c'était la page publicitaire. Voici donc ce solo du troisième acte du Tristan de Wagner. On va enchaîner après Wagner avec le grand rival de Wagner, Verdi. Verdi a lui aussi utilisé toutes les possibilités du cor anglais. On va en entendre un bel exemple avec le début du quatrième acte d'Othello. Vous allez entendre, ça commence par une grave introduction orchestrale et le rideau s'ouvre sur la chambre de Othello et de Desdémone. Et sur scène, il y a donc Emilia, la servante de Desdémone, et Desdémone qui sont réunis. Et Desdémone
se livre un petit peu. Elle évoque les pensées sombres qui sont les siennes et la peur que lui fait Othello dans la jalousie qui est la sienne. On écoute donc ce début de l'acte 4 d'Othello. C'est Gabriella Tucci qui chante. Alors là, on a entendu quelques solos d'orchestre à l'intérieur de l'orchestre avec juste cette touche de couleur que peut apporter le cor anglais. Mais il y a aussi des passages beaucoup plus importants, des véritables concertos pour cor anglais qui existent. Et là, je vais vous passer un extrait, enfin pas un extrait, un mouvement d'un concerto d'un compositeur encore vivant, qui s'appelle Péteris Gvaks. C'est un compositeur letton, il est né en 1946. Comment le situer musicalement? C'est un compositeur qui aime finalement beaucoup la simplicité. On n'est pas du tout dans de la musique contemporaine abstraite et difficile.
C'est un petit peu un vague parent d'Arvo Pärt, pour ceux qui connaissent ce musicien qui est plus connu donc que Vasque. On va écouter donc le deuxième mouvement de son concerto pour corps anglais et orchestre. Il est interprété par le Sinfonietta de Riga. Et alors, je suis pas sûr de bien prononcer le nom du soliste, Normund Sne.
Toujours à la page C de notre abécédaire, il y a cinéma. Il y a évidemment des rapports étroits entre la musique et le cinéma. Il faut quand même bien se rappeler que pendant très longtemps, le cinéma n'avait pas de paroles et donc il y avait de la musique qui était soit jouée en direct, soit parfois rediffusée, enregistrée. Et peut-être serez-vous content d'apprendre que le premier compositeur de musique de film s'appelait tout simplement Camille Saint-Saëns, pour un film qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise, un film d'André Calmette et Charles Le Bargy, un film qui a été diffusé pour la première fois à Paris le 17 novembre 1908. Et Saint-Saëns était très sensible à ces innovations. Il voyait là une nouvelle utilisation de la musique qui lui plaisait beaucoup. Et donc, il a composé vraiment de la musique pour tout le film. On va évidemment pas entendre l'intégralité de cette musique qui dure le temps d'un film. On va en entendre un petit extrait. C'est l'ensemble Musique Oblique qui interprète cette pièce.
Alors bien évidemment, certains compositeurs vont s'intéresser beaucoup à la musique de film, vont même parfois se spécialiser. Je voudrais évoquer ici la personnalité de Nino Rota. Alors il y a plein d'œuvres qui ne sont pas des musiques de film, hein, qui sont de la musique tout à fait sérieuse de Nino Rota, mais c'est quand même au cinéma qu'il reste le plus connu. On va se quitter avec un extrait que vous avez forcément en tête. C'est la musique de La Strada, le film de Fellini. C'est très emblématique puisque évidemment ce film nous présente sur scène un musicien. Ici, c'est la version interprétée par Maurice André que l'on écoute pour se quitter. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.
soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité.